Le parapente est vraiment un outil formidable. Il permet de prendre de la hauteur et de découvrir notre magnifique planète vue du ciel, avec à chaque fois des paysages à couper le souffle. À 2 pas d'ici, dans les Alpes, il est possible de survoler d'énormes glaciers, comme le glacier blanc dans le massif des Écrins, ou la mer de glace à Chamonix. D'ailleurs, la dernière fois que nous étions dans le petit train qui monte à la mer de glace, nous avions sympathisé avec un homme assez âgé, qui n'était plus monté depuis une vingtaine d'années. Une fois arrivé en haut, il marque un temps d'arrêt et nous demande étonné « Mais où est-ce qu'elle est passée ?» Il parlait de la mer de glace. Celle-ci, on pouvait l'admirer dès l'arrivée du train à son époque. Aujourd'hui, il faut descendre un moment avant de pouvoir y accéder. Les Alpes fondent, les glaciers fondent. En 40 ans, ils ont perdu en moyenne un quart de leur superficie. Certains prédisent même leur disparition totale d'ici 2100. Imaginez, le Mont Blanc n'aura de blanc plus que le nom. Depuis 1900, la température dans les Alpes a augmenté de 2 degrés, soit 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. C'est l'un des territoires les plus sensibles au réchauffement climatique, et l'on s'en rend bien compte lorsqu'on les survole. Un exemple spectaculaire est le cratère de Ferpecles, en Suisse, où le glacier s'effondre sur lui-même. Le torrent a grossi et creusé un gigantesque trou lors des récentes canicules, qui seront à l'avenir plus fortes et plus fréquentes avec le réchauffement. L'urgence climatique est bien là, et si nous n'arrivons pas rapidement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, les Alpes continueront de fondre, mais avec elles, tous les territoires seront impactés, en France et dans le monde. Certaines zones ne seront par exemple plus du tout habitables, à cause de l'augmentation des événements extrêmes, comme les inondations, les cyclones ou les sécheresses. Actuellement, une personne déménage chaque seconde pour des raisons climatiques. On connaît bien les tensions engendrées par les phénomènes migratoires, comme ce que nous avons vu actuellement en Europe. En comparaison, les réfugiés climatiques seront 100 fois plus nombreux, ce qui pourra entraîner des déstabilisations géopolitiques majeures et menacer la paix dans le monde. Les crises migratoires ne sont qu'un des exemples des effets néfastes du réchauffement climatique. Et il y en a bien d'autres. Les disparitions massives d'espèces, les pertes de biodiversité, la dégradation des sols avec des effets sur l'agriculture et sur l'alimentation. Alors, comment traiter ce problème? La réponse n'est bien sûr pas évidente. Ce qui est sûr, c'est qu'elle doit être à l'échelle mondiale. Cette carte montre les émissions de CO2 instantanées et la concentration de CO2 instantanée dans l'atmosphère. On voit bien que les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. Traiter ce problème du réchauffement climatique à l'échelle mondiale, c'est un peu le but des COP, ces grandes conférences des parties, pour trouver des accords entre tous les pays du monde pour limiter leurs gaz à effet de serre et ainsi limiter le réchauffement global des températures en dessous de 2 degrés, comme ce que préconise l'accord de Paris. C'est ce que nous essayons de faire lorsque j'ai travaillé à l'équipe COP21. Le problème de toutes ces grandes réunions onusiennes est qu'il est difficile de prendre des actions concrètes, rapidement, pour faire face à l'urgence climatique, parce qu'il y a un blocage récurrent entre les pays du Nord et les pays du Sud, et le problème aussi dans le consensus qu'on doit trouver entre tous ces pays. On voit bien sur cette nouvelle carte qui montre les émissions cumulées de CO2 depuis les années 1750 jusqu'en 2014. On voit bien le clivage entre les pays du Nord et les pays du Sud. En effet, les pays du Nord ont profité de leur révolution industrielle pour se développer et nous permettre d'avoir les conditions de confort incroyables que nous connaissons aujourd'hui. Pour cela, nous avons dû émettre beaucoup de gaz à effet de serre, à un moment où personne ne parlait de changement climatique et où on pensait encore que l'homme ne pouvait pas impacter l'équilibre de notre planète par ses activités. En revanche, beaucoup de pays, notamment en Afrique, n'ont pas encore entamé cet essor industriel lié au développement humain. Ils revendiquent donc ce droit à émettre des gaz à effet de serre pour se développer. L'une des premières étapes de ce développement humain est l'accès à une énergie moderne et propre, notamment l'accès à l'électricité. En effet, imaginez-vous vivre sans électricité. Sans électricité, impossible de conserver des aliments, des vaccins. Impossible aussi d'utiliser toutes les machines qui nous entourent et qui nous facilitent la vie, que ce soit pour pomper de l'eau, pour s'informer, pour communiquer,
pour fabriquer ou pour réparer des biens, l'électricité est devenue indispensable au développement. Alors bien sûr, des solutions existent pour amener l'électricité de façon décarbonée dans ces zones isolées. Cette petite lampe solaire permet par exemple de s'éclairer et de recharger un téléphone portable ou d'autres petits appareils comme des radios. D'autres solutions plus puissantes vont permettre de satisfaire des besoins en électricité plus importants, comme ceux d'un village entier. Le problème de toutes ces solutions est qu'elles sont encore difficilement accessibles pour la plupart des habitants sans accès à l'électricité. Et aujourd'hui, encore plus d'1 milliard de personnes n'y ont toujours pas accès, principalement dans beaucoup de zones rurales en Afrique subsaharienne, comme on le voit sur cette photographie de nuit. L'une des spécificités du continent africain est que c'est le seul continent où ce nombre de personnes sans accès à l'électricité va augmenter dans les prochaines décennies. Cela est notamment dû à une croissance démographique importante, sur un continent où plus de la moitié de la population habitera d'ici 2100. Le développement humain et l'essor industriel de tous ces habitants représentent un énorme potentiel d'émissions de gaz à effet de serre, si les schémas de développement suivis sont les mêmes que ceux que nous avons suivis par le passé. Amener l'électricité de façon renouvelable partout dans le monde et de façon décarbonée, c'est une des possibilités offertes par une multitude d'outils innovants qui ont été créés grâce aux révolutions industrielles, aux précédentes révolutions industrielles. Tous ces outils vont nous permettre d'impacter les deux grands volets des actions liées au changement climatique, que sont l'adaptation et l'atténuation. Commençons par l'adaptation. L'accès à l'électricité va permettre aux habitants de s'adapter aux effets du réchauffement climatique, tout en leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie. On parlait tout à l'heure du survol des glaciers dans les Alpes. Savez-vous qu'il est aussi possible de survoler des glaciers en Afrique? Nous sommes actuellement en train de préparer une expédition en Tanzanie pour décoller du toit de l'Afrique, le mont Kilimandjaro. Grâce au réchauffement, on n'aura même plus besoin d'emporter des piolets ou des crampons dans nos valises. Les glaciers du Kilimandjaro ont presque disparu en une centaine d'années. C'est un très bon exemple du stress écologique que subit le continent africain. Ce château d'eau de l'Afrique fournissait des ressources en eau à des milliers d'habitants aux alentours. Avec sa fonte, les habitants subissent des sécheresses importantes et sont obligés de quitter leur village. Pour s'adapter, différents projets voient le jour. Pour amener des pompes alimentées par des panneaux solaires, pour puiser l'eau à quelques dizaines de mètres de profondeur. L'accès à l'électricité va donc permettre à ces habitants de s'adapter aux effets néfastes du réchauffement climatique, en continuant de vivre dans leur village et en limitant ainsi les migrations pour raisons climatiques. Regardons maintenant le deuxième volet des actions liées au changement climatique, l'atténuation, c'est-à-dire comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, la solution de facilité pour amener l'électricité dans les zones reculées, c'est le groupe électrogène. L'Afrique en apporte plus d'1 million par an. C'est simple, efficace, et on est sûr d'avoir de l'électricité tant qu'on a du carburant. Par contre, ça va polluer, émettre beaucoup de gaz à effet de serre et contribuer ainsi au réchauffement climatique. L'enjeu est alors de créer de nouvelles solutions pour amener l'électricité renouvelable partout dans le monde. Ces solutions doivent être compétitives en termes de coût par rapport au groupe électrogène, mais aussi en termes de praticité, tout en assurant une même qualité de service. Le défi est immense, mais pas impossible, si on considère l'énorme potentiel du continent africain en termes de ressources renouvelables et les nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies vont permettre de créer de nouveaux modèles de développement, complètement révolutionnaires. C'est notamment le cas pour le modèle d'électrification latérale. Prenons l'exemple d'un village qui n'a pas encore accès à l'électricité pour l'illustrer. Au lieu d'électrifier tout le monde tout de suite avec une grande compagnie d'électricité, on va y aller progressivement, en répondant aux réels besoins des populations et en créant de la valeur et de l'emploi localement. Au début, un entrepreneur local va se former et créer une petite entreprise. Il va alors créer un tout petit réseau électrique, très simple, composé uniquement de quelques panneaux solaires et quelques batteries, et d'autres composants. La simplicité du système et sa proximité avec les habitants va lui permettre de délivrer un service électrique fiable et durable dans le temps. Au fur et à mesure que les usages se développent, les besoins en électricité vont augmenter. L'entrepreneur peut alors décider d'ajouter des panneaux solaires et des batteries, mais les habitants, eux aussi, peuvent décider d'investir dans des panneaux solaires, des batteries,
L'électricité ne sera alors plus uniquement une source de dépenses pour ses habitants, mais aussi une source de revenus. Et c'est là où les nouvelles technologies vont permettre de faciliter la gestion de ces systèmes, notamment l'association des compteurs intelligents avec la technologie blockchain. Vous avez forcément déjà entendu parler de la blockchain. C'est cette technologie révolutionnaire qui est derrière les crypto-monnaies, comme le Bitcoin. Ces évolutions depuis 2008 sont fulgurantes. Et on arrive aujourd'hui à tout un tas de possibilités incroyables dans plein de domaines. C'est notamment le cas pour l'électricité. Une blockchain locale, dans notre exemple, qui ne consomme presque pas d'électricité, va permettre de gérer automatiquement et en toute transparence les échanges d'électricité et de monnaie dans des systèmes complexes où tout le monde peut être consommateur et ou producteur. Au fur et à mesure que le village se développe, les autres zones du village vont accéder à l'électricité. Il va ensuite être possible d'interconnecter ces différentes zones pour tirer profit de la complémentarité entre les usages. Là encore, il suffit de relier ces différentes zones avec des câbles électriques et ensuite tout est géré automatiquement par la blockchain. Grâce à l'accès à l'électricité, des petites industries ou des petits commerces vont pouvoir se développer. Des centrales solaires plus importantes vont aussi se créer pour répondre à des besoins plus importants en électricité, comme pour faire tourner de grosses machines agricoles. On va voir alors tout un écosystème se créer autour de cet accès à l'électricité, en partant d'une approche bottom-up, complètement différente des approches top-down qui ont vu la naissance de nos grands réseaux électriques. Ces approches bottom-up vont donner beaucoup plus de pouvoir aux citoyens, en lui permettant d'être acteur dans la gestion de son électricité, et plus uniquement spectateur ou consommateur. Elles vont aussi permettre la création de réseaux électriques qui sont beaucoup plus modulaires, beaucoup plus flexibles, capables d'intégrer une grande part d'électricité renouvelable, contrairement à l'inertie des grands réseaux que nous connaissons. La blockchain va être un magnifique outil pour faciliter la création et la gestion de ces grands réseaux intelligents décentralisés. Elle va aussi offrir deux possibilités remarquables. La première est qu'avec la blockchain, nous n'aurons même plus besoin de monnaie pour acheter notre électricité. Une famille en Afrique qui cultive du manioc va par exemple pouvoir directement échanger une partie de sa récolte contre une quantité donnée d'électricité à une autre famille qui aurait installé un panneau solaire sur le toit de sa maison. La deuxième possibilité remarquable offerte par la blockchain concerne les dons que nous faisons à des associations. Qui parmi vous a déjà réussi à savoir comment l'argent qu'il avait donné était utilisé? Difficile, non? Avec la blockchain, vous allez pouvoir directement recharger sur Internet le compteur intelligent d'une famille dans un village électrifié en étant totalement sûr que votre don servira uniquement à couvrir les besoins en électricité de cette famille. La blockchain, dans le modèle d'électrification latérale, n'est qu'un exemple des nombreuses possibilités offertes par les nouvelles technologies pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, tout en assurant le développement humain. En conclusion, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que oui, les effets du réchauffement climatique sont bien là et vont probablement s'amplifier dans les prochaines années. Cela va créer tout un tas de problèmes auxquels l'humanité va devoir faire face, en s'adaptant et en faisant preuve d'empathie envers les populations les plus exposées. La bonne nouvelle est que nous pouvons encore limiter ces effets du réchauffement, car nous disposons déjà de tout un tas d'outils révolutionnaires qui vont nous permettre de créer de nouveaux modèles de développement, plus justes, plus durables et plus respectueux de l'environnement. C'est le cas pour l'accès à l'électricité, comme nous l'avons vu, mais c'est le cas aussi pour plein d'autres domaines, que ce soit l'agriculture, la santé ou l'éducation. Tous ces magnifiques outils ont été obtenus au prix d'une dégradation massive de l'état de santé de notre planète. Alors à nous, maintenant, de les mobiliser intelligemment pour lui redonner vie.